Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pasco, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de réversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de réversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État, tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Nous écoute depuis tout à l'heure. Il s'est fait une spécialité de traquer, de recenser les dérives des riches fraudeurs, parmi eux les hommes politiques. Bonsoir Philippe Pasco. Bonsoir. Essayiste, ancien élu, ex-adjoint à la mairie d'Évry auprès de Manuel Valls, auteur de Pilleurs de vie aux éditions Max Milo. Vous avez également écrit Délit d'élu, 400 politiques aux prises avec la justice. Et Pilleurs d'État aussi. Oui, mais entre autres, est-ce qu'il faut se méfier de la classe politique et considérer qu'il y a des fraudeurs présumés Je vous écoute depuis tout à l'heure, et quand j'entends le petit Bruno qui nous dit que les membres du gouvernement n'ont pas fait exprès de frauder... Non, j'en sais rien. C'est pas moi qui le dis. Bruno, tu peux pas dire ça. C'est pas moi qui le dis. C'est l'administration fiscale. Oui, mais attends. Mais je dis entre menteurs, ils s'entendent. Mais osez dire... Attends, laisse-moi parler, d'accord? Merci, t'es gentil. Osez dire que des types à ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, on fait une pauvre erreur fiscale dans leur déclaration de revenus, alors qu'ils ont plein de gens autour d'eux pour faire leurs papiers, parce que m'en voulez pas, je les ai connus. Donc c'est pas le petit salarié qui arrive pas à remplir son revenu, etc. C'est des gens qui ont des assistants, qui ont des comptables. Et on ose dire que dans les 61% qui ont eu un redressement fiscal, ces pauvres gens ont fait une petite erreur. Mais aujourd'hui, on a chargé de les défendre. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a une nouvelle brigade qui va être nommée, c'est ce que Bercy a annoncé. Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mais les annonces de Bercy depuis maintenant 40 ans pour lutter contre la fraude fiscale, mais qu'est-ce qu'on en entend? Et c'est pas 40 personnes. Tais-toi. C'est pas 40 personnes. Non, mais je l'adore. Bon, vous le connaissez, ok. Je l'adore. On ne se connaît pas. Non, vous ne connaissez pas? Ça doit être ça, ouais. Mais 40 personnes, c'est pas 40 personnes, c'est 25 personnes pour l'instant. Et ils ont même pas tous un ordinateur pour travailler. Les 15 autres vont arriver derrière. Et quand on dit tout à l'heure qu'en plus qu'on a complètement arrêté le verrou de Bercy, excusez-moi madame, c'est du baratin. Comme tout ce que raconte en ce moment une certaine catégorie de gouvernants, c'est du baratin parce qu'on n'a pas arrêté le verrou de Bercy. On a transféré la compétence sur le parquet. Laissez-moi finir. On a transféré la compétence sur le parquet. Or, qui nomme le parquet, chère madame? Dites-moi. Et Marie-Christine Verdet-Jouclas vous répond. Je vous réponds que on a fait sauter le verrou de Bercy. On a fait sauter. Mais non, madame, employez les bons mots. Vous avez amélioré. Laissez madame répondre. Dans la mesure où, aujourd'hui, on ne va pas uniquement chercher l'argent, effectivement, là où les personnes ont fraudé, c'est qu'on va chercher l'argent et ensuite on permet d'avoir une instruction judiciaire et plus que ça même, c'est-à-dire qu'on établit la liste, puisque ça sera une liste ouverte, pour c'est incompréhensible pour les téléspectateurs de traduire. En même temps, avant Bercy, pardonnez-moi, je ne me permets pas de me... Non, mais je ne vous permets pas de me... C'est pas le point de presse de la République en marche, madame. Ou alors c'est pas un débat. Donc, en fait, c'est clairement aller chercher l'argent où il est par rapport à quelqu'un qui fraude. C'est-à-dire on fait exactement les mêmes contrôles pour pouvoir aller récupérer l'argent qui dans on parle pas de ça, madame. Arrêtez le débat des bisounours. Et ensuite... Mais enfin, mais c'est pas possible, vous êtes infernal. On comprend pas. Mais laissez-moi finir au moins. Ça fait 2 fois que j'ai fait un plateau télé avec vous, ça fait 2 fois que vous avez la même attitude. Essayez d'être compréhensible. Je comprends rien ce que vous dites. Le verrou de Bercy, c'est quoi, madame? Le verrou de Bercy, c'est des gens qui décide, oui ou non, si on va faire des poursuites pénales. Et en plus, non seulement vous n'avez pas fait sauter le verrou de Bercy, vous l'améliorez, mais en plus, vous avez favorisé ce qu'on appelle la convention juridique d'intérêt public. C'est-à-dire que vous avez donné aussi un quitus pour que des gens puissent se déculpabiliser avec de l'argent. Et on a un grand exemple dont personne n'a parlé, parce que Barre, aujourd'hui, on en a parlé beaucoup, qui est une affaire qui est finie. Il y a quand même quelqu'un qui a payé... Non, c'est 7 millions. Et il a payé 1 million d'amende. Mais il y a un type là qui vient de payer... Non, écoute-moi. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui vient de payer 30 millions d'amende. Enfin, bon, bref. Personne n'en parle. Uniquement pour être déculpabilisé. Et qui est-ce? L'affaire Carvignac. Personne n'en parle. On parle de l'affaire Barre. 30 millions d'amendes. Convention collective d'intérêt public. Pour ceux qui nous rejoignent, ce qu'on a envie de savoir, c'est en quoi cette brigade, qui est censée avoir plus de moyens et plus de pouvoir, va permettre de lutter plus efficacement contre les riches fraudeurs. Mais déjà, elle a 2 actions. La première action, c'est d'accompagner effectivement ceux qui sont dans leurs droits et qui aujourd'hui, alors je vous rejoins, à un certain niveau, on ne peut pas dire qu'on se trompe sans faire exprès. La deuxième action, c'est effectivement de ne s'occuper que de ça. Aujourd'hui, enfin, cette police fiscale, c'est nous qui avons voulu la créer. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être effectivement les mêmes personnes qui aujourd'hui œuvraient contre la fraude fiscale, qui devaient continuer ça. Nous, on a voulu créer une police spécifique pour que ce soit plus efficace. Vous l'avez dit vous-même en début d'entretien. Perquisition, garde à vue, écoute téléphonique, filature. Bon, aujourd'hui, ça se fait pas à Bercy. C'est pas Frédéric Lefebvre qui n'a pas encore parlé sur ce plateau, sur ce sujet. Je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective. C'est évident que depuis un certain nombre d'années, il y a des évolutions. Il y a un parquet maintenant financier. Et il y a la volonté dans ce dispositif, je ne dis pas que tout est complètement révolutionnaire et qu'on n'est pas en train de mettre en place un système sur des ruines où... Non, bien sûr qu'il existe déjà un certain nombre de dispositions, qu'il existe déjà une douane, qu'il existe déjà une brigade financière, mais le dispositif vise à coordonner, augmenter les dispositifs, permettre la fluidité entre les différentes administrations, en l'occurrence l'administration fiscale d'un côté, la police judiciaire de l'autre, la justice de l'autre. Donc, c'est évidemment un progrès pour essayer d'obtenir plus de... Mais bien sûr, c'est évidemment un progrès pour essayer d'obtenir plus de résultats. Est-ce qu'on peut laisser les gens finir leurs phrases dans son plateau? C'est important que ce soit audible pour tout le monde et après, promis, vous réagissez. Il y a un point sur lequel il faut être très vigilant. Et je pense que les parlementaires doivent être très vigilants sur ce point. C'est que, évidemment, ce dispositif dans lequel on autorise les écoutes, tout un tas de moyens qui sont des moyens qu'on utilise contre le grand banditisme. Attention à la limite qu'on va utiliser dans la personne que l'on vise. Où est-ce qu'on va déterminer que quelqu'un est un très grand fraudeur? Où est-ce qu'on va déterminer que quelqu'un... Un seuil. Non, mais au-dessus de 100 000 euros, paraît-il. Mais voilà, mais justement, c'est tout ça qui va être très important. Parce que notre devoir aussi, c'est de veiller à protéger les libertés publiques des citoyens. Eh bien, c'est mal parti, j'aimerais vous dire. Mais c'est ce qui vous inquiète, les Français qui nous regardent se disent tant mieux si on a le courage de lutter contre les délinquants. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire l'inverse. Je dis simplement bravo, c'est très bien, on renforce le dispositif. J'ai bien détaillé l'administration fiscale, la police judiciaire, la justice. Mais en même temps, attention à la dimension de protection des libertés des citoyens. Je dis ça parce que je connais bien le système de l'IRS aux États-Unis, qui est le système d'une forme de police fiscale aux États-Unis. Allez, François Calfon. C'est très bien de faire des annonces un peu façon western, mais la vérité, c'est que les sommes recouvrées l'an dernier ont été moindres que celles de l'année précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a la volonté de renforcer. Je vais lever le doigt sur ce plateau parce que ça devient très difficile. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais aller dans le sens de Monsieur Lefebvre. Bon, alors, on va faire une pause syndicale, mais les gens ne sont pas là pour nous attendre. Chacun prend la parole. Bon. Le point, il est tout simple. C'est que, me semble-t-il, du coup, j'en ai perdu un tout petit peu mon fil. La réponse du berger à la bergère. Me semble-t-il que monsieur, et ça m'est revenu, monsieur Lefebvre a raison quand même, c'est pas simplement la question du recouvrement. Il est précisé un moment dans le texte, pas dans les éléments de langage de La République En Marche, mais dans les informations qu'on a vues dans les Échos, que ce soit sous le contrôle du juge. Oui, tout à fait. Mais le problème, on le sait très bien, il ne faut pas être trop naïf. Il y a un bureau des enquêtes fiscales qui est rattaché au ministre du Budget, en l'occurrence monsieur Darmanin, mais avant monsieur Charras, quand vous ne faisiez pas encore de politique. Et il se trouve que dans ce pays, le pouvoir politique aime à utiliser finalement les services fiscaux pour cibler telle et telle personne. Donc c'est bien. Donc c'est bien parce qu'il y a une brigade financière et un parquet national financier qui existe. Je suis d'accord avec monsieur Lefebvre qu'on puisse détourer et avoir les garanties de liberté publique nécessaires sur cette police. Alors en même temps, à 25, ils ne vont pas faire grand-chose. C'est là que c'est de la com. Parce qu'il serait bon que ce soit sur commission rogatoire des juges et non pas à la discrétion du ministre. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un
système fiscal plus simple, plus clair, puisque soi-disant on a maintenant le prélèvement à la source, etc., qu'il y ait une ressource. Voilà, qu'il y ait une ressource qui soit taxée à un taux déterminé. Vous pensez que la fraude, elle est due à un manque de clarté uniquement ? Est-ce que vous avez essayé de lire le Code général des impôts ? Excusez-moi, j'ai fait... Non, je n'aime... Non, c'est un mal nécessaire, Mais encore faut-il qu'il soit simple, qu'il soit clair et qu'il n'y ait pas de menace sur les libertés publiques. Vous parlez, monsieur Lefebvre, des libertés publiques. C'est d'entendre parler de liberté publique pour défendre une certaine catégorie d'individus. Et je remarque quand même... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Par contre, je remarque que pour ce qui est toute la fraude sociale, là, il y a vachement moins de problèmes pour juguler les libertés. Il y a même une loi qui est passée il n'y a pas longtemps, et je l'ai mis dans un de mes livres, où il y a un amendement qui a été déposé pour surveiller les conversations téléphoniques des gens qui étaient au RSA. Au cas où. Là, il y a des endroits où si jamais vous touchez le RSA... qu'il n'a pas été voté quand même. Non, il n'a pas été voté celui-là. Mais par contre, il y en a un autre qui a été voté, Frédéric. Mais le simple fait de le poser... Là, n'a pas posé de problème par rapport aux libertés individuelles. Philippe Pascaud, moi je me pose quand même une question. Est-ce que vous nous dites que l'État, que le gouvernement est toujours plus bienveillant, plus tolérant envers les riches fraudeurs ? Non seulement je le dis, mais je l'affirme et je l'écris. Mais pas du tout. Et je le prouve. Et je le prouve. Je n'ai pas démagogique. Je ne dis rien sans être factuel. Je le prouve. Je prouve aujourd'hui que certains procès pour des fraudes fiscales, etc., durent beaucoup plus longtemps quand vous avez beaucoup d'argent. Je prouve aujourd'hui que quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter votre innocence. Tout le monde le sait. Ce que je disais tout à l'heure, la convention juridique d'intérêt public, que le gouvernement, en même temps que l'aménagement du verrou de Bercy a mis en place, vous permet, si vous avez fait une grosse fraude fiscale, de payer une amende, de créditer de l'argent sur votre compte en banque, de payer une amende et de ne surtout plus avoir de poursuite pénale. C'est une justice à deux vitesses. C'est une justice à deux vitesses qui est en train de se mettre. Tu as du pognon, tu seras excusé. J'ai une autre question pour vous, Philippe Pascaud. Mais est-ce que ça pose vraiment problème aux Français ? Quand on regarde la liste des élus qui ont été condamnés et réélus, Patrick Balkany à Levallois-Perret, Jean-Paul Aldu à Perpignan, François Bernardini à Istres. Est-ce que ça compte pour les électeurs ? Juste un mot. Un député, ça gagne 6 000 € par mois. C'est peut-être trop, même moins. Bon, ça gagne 6 000 €, c'est peut-être trop. Mais comparez ça quand même au salaire de hauts fonctionnaires politisés qui sont nommés à la tête de sociétés du CAC 40, qu'ils n'ont pas créé. C'est 100 fois, 200 fois ce montant. Et c'est peut-être aussi à ça qu'il faudrait peut-être s'intéresser. C'est pas une raison pour mettre Non, mais bien sûr. Bien sûr, je ne prétends pas. Je veux dire, on s'excite sur les hommes politiques, dont 95% sont honnêtes. Oui, mais attendez, ce n'est pas moi qui le dis. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Charles Courson, député centriste, qui a été le président de la commission Cahuzac, et lui, il considère que quand on est un élu, en tout cas quand on se présente comme un champion de la lutte contre la fraude fiscale, eh bien on doit être sanctionné plus sévèrement. Écoutez-le. C'est évident, oui. Lorsque ce sont des détenteurs de l'autorité publique, pire, des gens qui étaient chargés de la lutte contre la fraude fiscale, quand ils sont pris la main dans le sac, ça mérite pour moi une sanction beaucoup plus forte. Le principal crime pour moi de Jérôme Cahuzac, c'est pas simplement d'avoir dissimulé un compte en Suisse, mais c'est de s'être présenté comme un héros de la lutte contre la fraude fiscale. Et quand vous découvrez que ceux qui sont les plus ardents sur la lutte contre la fraude fiscale eux-mêmes sont des fraudeurs, vous reconnaîtrez que pour l'opinion publique, c'est désastreux. François Calfon. Oui, moi je veux dire que c'est évidemment Cahuzac, c'est tout à fait scandaleux, je vais le redire ici, il n'y a aucun problème. Enfin, quand on parle, allez, entre les chiffres, 30 à 70 milliards de fraude fiscale, c'est à la fois Monsieur Tout-le-Monde et c'est certainement pas, si vous voulez, c'est peut-être 1 millième ou 100 millième les élus. Donc la présentation que vous faites tout à l'heure, vous faites bien, il faut être beaucoup plus rigoureux avec les élus. Mais comme ça a été dit, quand vous êtes dirigeant d'une société au hasard publique, à contrôle public, comme Monsieur Ghosn par exemple, je ne le jette pas en pâture parce que ça renvoie à d'autres choses. Mais enfin, on ne parle pas du tout des mêmes sommes. Donc il ne faudrait pas laisser l'idée que la fraude fiscale est le fait simplement des responsables publics. Ceux qui le font doivent être lourdement sanctionnés. Ils jettent le propre sur l'ensemble des responsables publics. Mais enfin, la fraude fiscale, malheureusement... Et ce sera le mot de la fin. C'est plutôt une circonstance atténuante. Et encore une fois, j'en ai des preuves. C'est de la connerie, ça. Non, je t'assure que non. Procès Tibéri, 21 ans pour être condamné. Balkany, toujours pas condamné.
Et je peux t'en citer 100 000. Et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Rendez-vous en septembre pour le procès. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais au bout de combien de temps? Très bonne remarque, Frédéric Lefebvre. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.